Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir rebondir un peu moi-même sur certaines réactions qu'on peut observer face au confinement, parce que c'est sans doute là une occasion de mettre certaines choses en lumière. En effet, on est bien d'accord pour dire que le confinement est difficile, éprouvant à plus d'un titre. Et puis, au-delà de ça, certains, notamment sur les réseaux sociaux, ne vont pas hésiter à expliquer que cette mesure, pourtant nécessaire pour enrayer une épidémie qui fait déjà des ravages dans le monde, relève malgré tout d'une absurdité, d'une injustice, d'une oppression, puisqu'il s'agit, imaginez-vous, de contraindre les gens à rester chez eux contre leur volonté. Mais alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut dire de cette entrave systématique à la liberté fondamentale de circulation d'accès à l'espace public qu'on fait subir en toutes circonstances, tout au long de l'année, aux femmes? Puisqu'en effet, si on considère que c'est tellement injuste et difficile de ne pas pouvoir quitter son domicile, de devoir rester à la maison à moins de remplir des conditions particulières et au passage signer un formulaire, mais alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut dire de la situation des femmes qui, dans nos villes, doivent respecter tous les soirs, toutes les nuits, un couvre-feu de fait? Puisqu'on observe de façon indéniable que l'espace public, passé une certaine heure, est occupé en écrasante majorité par des hommes. Les femmes devant rester cloîtrées, confinées pour être en sécurité. Sachant que si elles veulent une dérogation à ce confinement, elles ne doivent pas se contenter de remplir un formulaire, elles doivent carrément veiller à se faire accompagner, se faire prendre par la main, se faire prendre en main, si possible, par un dépositaire de l'autorité, c'est-à-dire un homme. Et là, il me semble que ça puisse soulever pas mal de questions, oui, quant à cette limitation, cette entrave aux libertés fondamentales. À partir du moment où on considère que c'est tellement difficile de porter un masque lorsqu'on va dehors et que, bah, évidemment, même s'il s'agit d'empêcher les gens de tomber malades et de se contaminer entre eux, mais ce serait d'une oppression et ce serait d'une injustice que de contraindre les gens à le faire, évidemment. Mais alors dans ce cas, qu'est-ce qu'il en est de la légitimité de la situation dans laquelle on met les femmes qui, dans les faits, ne sont pas libres de s'habiller comme elles le désirent, mais doivent toujours prendre en considération le comportement des autres, notamment des hommes? Puisqu'elles observent, et elles en témoignent pour peu qu'on prenne la peine de les écouter, que s'habiller comme elles le veulent, c'est subir encore plus d'humiliation, d'harcèlement, de microagressions que le reste du temps. Alors on va sans doute dire, oui, mais elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Oui, mais dans ce cas-là, on leur en fait payer le prix. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent en payant le prix, tout comme on est parfaitement libre, chacun, d'aller sortir malgré tout et de risquer une amende. D'autant qu'il me semble que donc subir ce genre de violence sexuelle, c'est sans commune mesure avec le fait d'avoir à payer une somme d'argent. On est d'accord? Et puis, si on considère que c'est tellement éprouvant et injuste de ne pas pouvoir se rassembler dehors pour profiter du beau temps ensemble, de ne pas pouvoir marcher, s'asseoir les uns à côté des autres, et de devoir toujours maintenir une distance de sécurité, mais alors qu'est-ce qu'on peut dire sur les gestes barrières que les femmes doivent respecter tout au long de l'année, en toutes circonstances, dans nos villes, sachant qu'il faut éviter les environnements trop déserts, parce qu'on ne sait pas ce qui pourrait s'y passer, bien sûr. Il faut également éviter les environnements trop bondés, au contraire, parce que dès lors que les gens sont entassés les uns sur les autres, ben c'est un terrain de prédilection pour les frotteurs, les mains baladeuses, c'est-à-dire les agressions sexuelles. Il faut également éviter certains sièges dans les transports en commun pour toujours avoir une issue de fuite possible, ne pas se laisser acculer, toujours en raison de ces comportements masculins. À ça, il faudrait rajouter encore plein de choses, comme le fait de devoir longer les murs, éviter de croiser le regard des hommes. Donc plein de règles assez particulières que les femmes connaissent en général bien mieux que les hommes. Et donc face à cette restriction, face à cette entrave à leur liberté fondamentale de circulation dans l'espace public, donc sous la menace des violences sexuelles qui sont commises dans l'écrasante majorité des cas par des hommes sur des victimes femmes, est-ce que là, pour le compte, on ne pourrait pas parler de façon beaucoup plus pertinente d'une oppression? D'autant qu'il n'est pas vraiment question de sécurité sanitaire, il me semble. Enfin, je vois pas vraiment qui risque la moindre chose sur sa santé parce que des femmes s'habillent comme elles le veulent. On voit pas vraiment quel genre d'épidémie va se répandre d'autant plus qu'on laisse les femmes, dans les faits, faire la même chose que les hommes. Et donc combien là pour parler d'oppression, d'injustice, d'absurdité? Tu parles, bien au contraire, on va expliquer que c'est un mal nécessaire, voyons. Enfin, c'est la seule solution pour préserver les femmes. C'est pas qu'on va utiliser la menace des violences sexuelles comme outil de contrôle social à exercer sur les femmes. Mais bien sûr que non, vous êtes paranoïaque ou quoi? Mais c'est tout le contraire, on veut les préserver. Et donc c'est la seule solution pour que les femmes ne se mettent pas en danger. Il faut entraver leur liberté à elles pour ne pas qu'elles s'exposent aux violences sexuelles. Vous savez, ces violences sexuelles qu'on refuse de combattre puisqu'on refuse d'éduquer au consentement, préférant à la place éduquer les femmes à faire attention à ne pas se mettre en danger en allumant, en provoquant les pulsions des hommes. Ces violences sexuelles que l'on refuse de combattre puisqu'on refuse d'écouter et plus encore de croire les victimes. Les victimes qu'on préfère bien au contraire discréditer, psychiatriser, faire passer pour des affabulatrices, manipulatrices, mythomanes, paranoïaques qui veulent ruiner la réputation d'hommes malheureux, pour les délatrices qui veulent s'en prendre à des hommes innocents qu'il faut s'empresser de secourir.
Des victimes qu'on va au contraire accabler autant que possible parce que non, manifestement, l'horreur qu'on leur fait subir n'est pas encore suffisante, il faut en rajouter une couche derrière, en leur reprochant leur tenue vestimentaire, en leur reprochant leur imprudence d'avoir osé évoluer dans l'espace public, en leur reprochant leur imprudence d'avoir osé inviter une personne dans leur domicile ou avoir accepté une invitation. Des victimes qu'on va interroger sur leur vie sexuelle, leurs pratiques, leurs mœurs sexuelles, parce que c'est tellement légitime et pertinent, n'est-ce pas? Mais oui, à part ça, qu'est-ce qu'on peut faire de plus contre ces violences sexuelles, qu'on refuse également de condamner dans les faits, puisqu'on observe qu'on met tout en œuvre pour rendre aussi difficile, éprouvant, humiliant, douloureux que possible pour les victimes le processus de dépôt de plainte et toute la procédure judiciaire. Ce qui fait que des victimes vont parfois témoigner d'avoir vécu cette procédure comme une seconde agression. Et ce qui fait que du coup, c'est d'autant plus difficile de dénoncer ces situations intolérables sans pour autant décourager toutes les personnes qui sont face à ce parcours du combattant déjà très éprouvant. Sachant qu'on observe par ailleurs que peu de plaintes aboutissent à des condamnations et que tant bien même les plaintes aboutissent, dès lors, les crimes sont jugés comme des délits. Parce que vous comprenez, on va tout de même pas accorder à la justice les moyens de fonctionner correctement. Donc il faudra faire avec des moyens très limités, il faudra correctionnaliser. Et il faudra s'estimer heureuse, en tant que victime, que son agresseur soit condamné pour quelque chose, même si c'est pour un délit au lieu d'un crime. Ce qui fait qu'on ne va pas reconnaître à la victime son statut de victime à part entière. Mais à part ça, oui, qu'est-ce qu'on peut faire de plus contre ces violences sexuelles, qu'on refuse également de combattre culturellement, préférant à la place, tout au contraire, propager des mythes sur le viol absolument toxiques qui ne font qu'aggraver la situation, qui feront que lorsqu'on vient parler de consentement, d'agression sexuelle, de viol, de culture du viol, très peu de personnes comprennent ce dont il est véritablement question. Sachant qu'on va par exemple expliquer que ben oui, un viol c'est commis par un inconnu à 4 heures du matin dans une ruelle avec une arme, ce qui ne correspond absolument pas à la réalité des faits, puisque l'écrasante majorité des agressions de ce type ont lieu au domicile de la victime ou de l'agresseur, sachant que ces deux personnes se connaissent déjà. Mais avec une telle confusion, on va d'une part d'autant plus donner de légitimité à cette entrave à la liberté des victimes potentielles, c'est-à-dire des femmes. D'autre part, on va être d'autant moins enclin à croire les discours d'une victime qui décrira une situation qui ne correspond pas du tout à la représentation qu'on a du viol dans notre imaginaire collectif. Dans la même veine, on va expliquer que bien sûr, ce qui est déterminant dans l'agression, c'est la tenue vestimentaire de la victime. Ben voyons. Alors, aussi absurde que ce soit, dans les faits, on va créer une forme de prophétie auto-réalisatrice. Parce que oui, à partir du moment où même les personnes bienveillantes et bien intentionnées vont dire attention à ta façon de t'habiller, c'est à elle de faire attention à la façon dont elle s'habille. Mais alors du coup, dans la tête des agresseurs potentiels, c'est d'autant plus la confusion. Et on va d'autant plus s'arroger le droit d'agresser en se disant ben, c'est cette personne qui veut, c'est cette personne qui cherche. Et de manière générale, on ne va jamais condamner les comportements masculins les plus toxiques. Au contraire, on va chercher à les naturaliser en évoquant les pulsions masculines pour justifier tout et n'importe quoi. Faire que personne n'ait à se remettre en question et au contraire pousser chacun à la résignation et au fatalisme. Mais à part tout ça, oui, qu'est-ce qu'on peut faire de plus contre les violences sexuelles qu'on ne fasse déjà, hein? Donc la seule solution raisonnable, sensée, pertinente, c'est bien évidemment d'entraver la liberté des femmes elles-mêmes. C'est une évidence. Et ça n'a rien à voir avec une dynamique d'oppression. Mais qu'est-ce que vous allez imaginer? Au contraire, c'est de la bienveillance. C'est dans l'ordre des choses. Qu'est-ce que vous croyez? De tout temps, les hommes ont agressé sexuellement les femmes. C'est le propre de la femme que de subir les agressions des hommes. Tout comme c'est le propre de l'agneau d'être attaqué par les prédateurs, c'est comme ça, on n'y peut rien. La seule chose à faire, c'est bien sûr de limiter la liberté des femmes pour ne pas qu'elles se mettent en danger. C'est tellement évident. Et alors qu'on viendra nous resservir inlassablement cette rhétorique fataliste, naturalisant l'intolérable, faisant porter la responsabilité des agressions aux victimes elles-mêmes, avec toute la bienveillance paternaliste dont on est capable, on pourra l'apprécier d'autant plus en se demandant combien, parmi ceux qui sont si heureux d'adhérer sans réserve à un tel discours, seront ensuite les premiers à se poser en victime d'une injuste, absurde oppression dès l'instant où une situation sanitaire exceptionnelle exigera d'eux qu'ils restent quelques semaines à la maison pour éviter de pousser à saturation les hôpitaux et les morgues. Mais après tout, l'essentiel ici, c'est de ne pas paraître soi-même comme quelqu'un d'hystérique, de paranoïaque ou d'extrémiste, d'intégriste, pas vrai? Alors qu'est-ce qu'on peut faire de plus, hein? Se remettre en question notre culture même, notre mode de pensée, prendre en considération la parole des victimes, la parole des féministes, donner raison aux féministes, soutenir soi-même le féminisme. Enfin voyons, soyons raisonnables, vous voyez bien qu'il n'y a pas de solution. Il faut donc continuer à faire exactement ce qu'on fait déjà. Alors rassurez-vous, le confinement face au virus prendra bientôt fin. Et petit à petit, les choses vont retrouver un certain semblant de normalité. Quand on
Au déconfinement des femmes, disons qu'il ne va pas falloir être trop impatient, à moins qu'on se découvre subitement, enfin, une volonté réelle, sincère de lutter efficacement contre les violences sexuelles, de mettre un terme à l'impunité. En tel cas, les choses pourraient évoluer très rapidement. Mais j'imagine que ce serait beaucoup en demander et ce serait déjà faire de la victimisation, pas vrai? Alors je vous en prie, n'hésitez surtout pas à commenter, réagir, débattre, dire ce que vous pensez de tout ça, comment vous vous positionnez par rapport à ça. En attendant, je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous, bon courage dans ce contexte très difficile et donc prenez bien soin de vous d'ici la prochaine fois. À très bientôt.